Fréquence ESJ. Bonsoir et bienvenue dans 20h l'invité, votre rendez-vous politique de la semaine. Ce soir, nous recevons la députée La République En Marche, Marie-Christine Verdier-Jouclas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc députée de la 2e circonscription du Tarn. Ce soir, nous reviendrons avec vous et avec Yanis Darras sur les prochaines élections européennes qui auront lieu au mois de mai 2019. Yanis Darras vous posera également des questions sur le projet de loi des finances 2019. Hugo Franceschi, lui, vous interrogera sur les prochaines augmentations des taxes sur le carburant et sur la taxe d'habitation. Il reviendra aussi sur le référendum en Nouvelle-Calédonie de dimanche dernier qui a vu remporter le non à l'indépendance de l'archipel. Enfin, Yanis Mehdi vous posera des questions sur l'actualité d'Emmanuel Macron avec notamment son interview ce matin chez nos confrères d'Europe 1. Puis il abordera aussi votre parcours et vos idées. Réagissez, vous qui nous écoutez sur nos réseaux sociaux, et posez vos questions à Marie-Christine Verdier-Jouclas sur Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ ou sur notre page Facebook. 20h l'invité, c'est en direct jusqu'à 21h et ça commence maintenant. Fréquence ESJ. Mais juste avant ça, Marie-Christine Verdier-Jouclas, je vous présente Camille Garcelle qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Camille. Bonsoir Lucas Pierre. Bonsoir. Alors, Marie-Christine Verdier-Jouclas. On va y arriver. C'est long, mais on va y arriver. Pas de soucis. Alors, Camille Garcelle a la fâcheuse tendance de faire les portraits des invités d'une façon un peu particulière. Je vous laisse écouter ça et on en parle juste après. Ok. Marie-Christine Verdier-Jouclas, en qualité de députée, nous fait l'honneur ce soir d'être à nos côtés, de sa bonne volonté, un choix qu'elle pouvait refuser. C'est l'occasion pour moi, j'ai certaines choses à souligner. Rappelez-moi ce qu'on appelle la liberté journalistique, un terme pas compliqué et franchement pas très technique. Vous semblez l'avoir oublié. Très récemment à l'Assemblée, vous vous êtes exprimé ouvertement. Si un journaliste vient pas à vos conférences de presse, peut-être par choix éditorial, pas parce que ça l'intéresse. En bref, aucune raison de le pointer du doigt. La République, c'est tout d'abord respecter les choix. Maintenant, parlons de votre placement politique. La République En Marche, si j'en crois les gros titres. Mais je dois avouer qu'il y a quelque chose qui m'épate. Récemment, c'est votre positionnement sur le glyphosate. Au final, c'est quoi la transition écologique? Tu préfères manger McDo ou des produits chimiques? Facile de ne pas assumer les conséquences de ces actes. Au bout d'un moment, va falloir réparer les dégâts. Allez, on va faire comme si de rien n'était. Le nombre de victimes de mort, tout ça c'est pas vrai, oups. À mes bonnes manières, j'ai failli. Je vous souhaite quand même la bienvenue sur Fréquence ESJ. Merci Camille Garcelle et bravo. Merci Lucas pour ce Pierre. rap encore une fois. Marie-Christine Verdier-Jouclas, qu'est-ce que vous en avez pensé? Déjà bravo, effectivement. Donc, j'ai un fils qui fait du rap aussi, donc je suis un territoire connu. Ces connexions, il n'y a pas de souci. Un portrait qui est tout à fait vrai, si ce n'est que par rapport à l'histoire du pointer du doigt un journaliste, c'était pas du tout cela. Et d'ailleurs, je m'en suis tout à fait expliqué avec la personne concernée, que je n'ai pas nommée, justement. C'était juste pour expliquer, en tant que commissaire des finances, présenter un budget, c'est toujours très compliqué. C'est des chiffres et que des chiffres. Et depuis le début de notre mandat, ce qu'on essaye de faire à la commission des finances, c'est de rendre ce budget accessible à tous et justement pédagogique. Et le fait que ce journaliste m'ait répondu qu'en fait, ça ne l'intéressait pas parce qu'il trouvait que ça concernait pas les Tarnaises et les Tarnais. J'ai bien entendu vos arguments. J'avais trouvé cela vraiment, voilà. Et donc, l'idée, c'était pas de pointer du doigt le journaliste, mais c'est justement d'expliquer dans ma question que le budget qu'on faisait, ça concernait bien tous les citoyennes et tous les citoyens. Voilà. On en reparlera dans quelques minutes. Merci beaucoup Camille Garcelle, on vous retrouve la semaine prochaine. Fréquence ESJ. On continue tout de suite avec le mot de la semaine choisi par la rédaction et aujourd'hui c'est plutôt une heure bien précise, c'est 15h35 à partir d'aujourd'hui, donc 6 novembre à 15h35, les femmes travaillent pour rien en Europe. Les femmes sont effectivement donc toujours moins bien payées que les hommes, de 16% en moyenne en Europe, et en France c'est un peu moins, c'est 15%. Alors samedi dernier avait lieu la journée européenne de l'égalité salariale, 3 jours seulement avant ce 6 novembre, et les femmes sont appelées à cesser le travail pour protester contre ces inégalités salariales auxquelles elles font face. Marie-Christine Verdier-Jouclas, pourquoi ce chiffre ne baisse pas aujourd'hui ? Alors c'est une vraie question. Déjà j'étais dans l'hémicycle et on a effectivement salué ce moment où on s'est levé et on a applaudi. Donc c'est une vraie question parce que ça date pas d'aujourd'hui, ça fait longtemps que c'est effectivement sur le terrain. Par contre il y a vraiment des avancées, je crois, significatives dans la mesure où la cause d'égalité entre les femmes et les hommes, c'est une cause nationale du quinquennat, a décrété le président de la République. Ça veut bien dire que effectivement aujourd'hui on va mettre en place tout ce qu'il faut pour gommer ces inégalités. Mettre en place quoi ? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour gommer ces inégalités ? Déjà
déjà, c'est de regarder, parce que c'est pas partout, si vous voulez. Il y a des entreprises. Moi, je suis issue de la société civile. Dans mon entreprise, j'avais pas de problème d'égalité entre les salaires des femmes et des hommes à compétences égales. Par contre, c'est pas partout. Donc, c'est identifier effectivement les secteurs d'activité où cela ne fonctionne pas, et ensuite envisager de mettre des malus par rapport aux entreprises qui ne respecteraient pas l'égalité des salaires à compétences égales. Après, vous avez un problème qui, je pense, ne pourra jamais se régler vraiment, c'est que les femmes font le choix aussi de s'arrêter pour faire des enfants. Et de ce fait, par rapport au rattrapage d'une évolution de carrière, c'est toujours plus compliqué quand on fait par choix, qu'on prend la décision par choix de rester à la maison pour élever ses enfants. Mais ensuite, je crois qu'il faut aller jusqu'à faire du malus sur les entreprises qui ne respecteraient pas cette égalité. Et justement, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, compte mesurer pour chaque société les différences de rémunération et imposer donc aux sociétés de plus de 50 salariés de rectifier les écarts de salaire sous 3 ans. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas maintenant? Pourquoi on le fait dans 3 ans, ça? Non, c'est le faire sous 3 ans, c'est-à-dire... J'avais mal compris. C'est commencer, effectivement, et se donner un objectif pour que dans 3 ans, ce soit gommé. Mais c'est pas attendre 3 ans, on est bien d'accord. Très bien, merci beaucoup Marie-Christine Verdier-Jouclas. Fréquence ESJ. Avant d'aborder donc des questions d'actualité, nous revenons sur votre parcours et vos orientations politiques avec Yanis Mehdi. Bonsoir Yanis. Bonsoir Lucas, bonsoir Marie-Christine Verdier-Jouclas. Bonsoir. Vous êtes députée de la 2e circonscription du Tarn ainsi que secrétaire de la commission des finances. Vous exerciez avant cela le métier de cadre bancaire de proximité et joignez le mouvement En Marche au mois d'août 2016. Pourquoi ce soudain engagement dans la vie politique ? Alors, j'ai jamais été encartée, déjà. Donc, effectivement, jamais adhéré à aucun parti politique. Et je faisais partie, je pense, de ces millions de Français qui se posaient la question de savoir pour qui ils allaient voter aux élections présidentielles, dégoûter un peu tout ce qu'on pouvait voir au niveau de la vie politique et des hommes politiques qui nous représentaient. Et pourtant, je suis mariée à un maire. Mais un maire, c'est un élu local. Et ça peut être différent avec, effectivement, des personnes qui sont plus haut placées. Et quand Emmanuel Macron a commencé à entamer sa grande marche, j'ai commencé à regarder par curiosité. J'ai acheté son livre, j'ai lu son livre, j'ai regardé le mouvement, j'ai adhéré au mouvement. Et sa façon de concevoir le programme pour lequel je suis partie aujourd'hui, c'est-à-dire à la base, en écoutant tous les citoyens et toutes les citoyennes, m'a vraiment séduit. Et je me suis dit, s'il y a un homme qui peut y arriver, je suis persuadée que ça peut être lui. Et aussi parce que le programme, parce que c'est vrai que je suis dans le monde un peu de la finance, même si c'est une banque de proximité, donc je connais tous les secteurs d'activité, ce programme pour moi était cohérent et pouvait être réalisé. Et de ce fait... Il est toujours aujourd'hui ? Il est toujours. On garde le cap et on fait ce qu'on a dit. Et pour moi, c'est le plus important parce que c'est pour ça que je suis partie. La crainte, c'était de me dire que ce président de la République pourrait, une fois qu'il était élu, changer d'avis comme les autres et revenir finalement sur son cap ou les promesses qu'il avait faites. Et ce qui nous fait tenir aujourd'hui, nous, le groupe majoritaire, c'est qu'on fait ce qu'on a dit, on tient notre cap. Je suis convaincue que nous sommes en train de bâtir une maison où quand le toit sera mis, tout le monde sera à l'abri et il y en aura pour tout le monde. Aujourd'hui, on est sur les fondations, on commence à construire les murs. Et il faut continuer à tenir ce cap au risque même d'être impopulaire. Et de ce fait, j'ai eu envie de faire partie de cette aventure. Et je me suis dit, si ça peut bouger, pourquoi pas y aller ? D'accord, très bien. Justement, vous avez parlé du milieu de la finance. Est-ce que c'est justement ce point commun avec Emmanuel Macron, en quelque sorte, qui vous a attiré ? Non, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes milieux de finances. D'accord. Moi, j'étais dans une banque de proximité, et c'est-à-dire je traitais en même temps celui qui venait me demander 10 € pour finir le mois parce qu'il ne pouvait plus manger, et comme la grande entreprise qui avait besoin d'investissement pour pouvoir s'agrandir et innover. Et en passant par l'agriculteur, le commerçant, la profession libérale, l'artisan. Donc non, c'est pas la même finance, mais celle qu'il a faite aussi est tout à fait respectable. Mais je fais partie de ces députés issus de la société civile qui savent ce que c'est de travailler, ça faisait 30 ans que je travaillais, et qui connaissent toutes les situations possibles au niveau des citoyennes et des citoyens. D'accord. Et justement, pendant cette campagne, donc vous avez parlé du programme et ce genre de choses, vous avez aucun regret depuis ? Aucun regret. Sincèrement, aucun regret, parce qu'on fait ce qu'on a dit. Je vais le répéter peut-être plusieurs fois ce soir, mais c'est ce qui nous tient vraiment, c'est tenir notre cap. Aujourd'hui, c'est transformer profondément le pays. C'est ne pas faire des réformettes ou des mesurettes de réforme, comme on dit, mais c'est réformer en profondeur, attaquer là où il y a le mal pour tout changer. De toute façon, ça fait 10 ans qu'on a essayé plein de choses qui ne fonctionnent pas, donc il faut vraiment changer de méthode et réformer en profondeur. Quitte, je le répète, malheureusement aujourd'hui peut-être à être impopulaire, mais ce qui fait notre force, c'est qu'on ne fait pas ça dans un but de réélection, on fait ça pour réussir, parce qu'on a cette responsabilité sur nos épaules. Si on ne réussit pas, demain, c'est le Front National qui sera au pouvoir.
D'accord. Malgré vos différents engagements au sein de la commission permanente et de la mission parlementaire, vous êtes omniprésente dans les actualités locales. Vous vous décrivez comme une députée de terrain. En quoi cette proximité est importante pour vous ? Parce que tout part de la base. On ne peut pas légiférer correctement si on ne connaît pas les attentes de nos concitoyens. C'est pas possible. C'est savoir effectivement ce dont ils ont besoin, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait pour l'améliorer. Donc si on n'est pas une députée de terrain, ça sert à rien d'être dans l'hémicycle après pour légiférer. Le projet de loi est présenté par le gouvernement. Notre rôle de député, c'est de l'amender en tenant compte de ce qu'on nous dit sur le terrain. Et ça, c'est fondamental. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille 7 jours sur 7, parce qu'on est beaucoup à Paris, parce que je vous l'ai dit, on veut réformer profondément jusqu'à fin 2019 pour que les effets commencent à se voir et que les Français réalisent qu'on a vraiment travaillé pour tenir ce cap qui est avant tout remettre les gens au travail et diminuer le chômage. Mais donc c'est effectivement le reste du temps, c'est en circonscription, sur le terrain, à la rencontre des élus, avec des réunions, avec des rendez-vous, voilà, tout ce qu'un député doit faire. Très bien. Le 16 octobre dernier avait lieu le remaniement ministériel. Non sans difficulté, l'annonce a été repoussée plusieurs fois. Aviez-vous été approché par le gouvernement ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout, mais c'est pas du tout un regret. Parce que être secrétaire d'État aujourd'hui ou être ministre, c'est vraiment, c'est un emploi du temps énorme, c'est une mobilisation énorme. Aujourd'hui, être député, c'est déjà beaucoup. C'est un autre pas. Je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui m'attire vraiment. Et n'ayant pas eu l'expérience de député auparavant, est-ce que vous arrivez à suivre aujourd'hui le rythme de député, justement ? Oui, parce que j'avais quand même une vie professionnelle très active. J'étais très investie aussi au niveau associatif. Je suis une femme de terrain et active, donc je ne sais pas rester sans rien faire. Ça a été compliqué au début, mais finalement on a été tout de suite mis dans la vie politique avec la première réforme sur la vie politique, justement pour redonner confiance aux citoyens dans ces hommes politiques dans lesquels on n'avait plus confiance. Et donc vous savez, quand vous avez le nez dans le guidon, vous y allez. Après on est accompagné, on peut avoir des formations si on a besoin, mais aujourd'hui c'est mon deuxième budget cette année. Voilà, je suis beaucoup plus à l'aise. Et est-ce que auparavant vous aviez déjà eu l'envie, en tout cas, d'aller en politique, ou c'est vraiment la première fois on vous l'a proposé, ou alors vous vous êtes dit j'y vais maintenant J'ai jamais eu envie d'y aller, même si effectivement mon mari est maire. Et comme je dis souvent, quand on est, parce que chez nous on fait du rugby, donc être sur le terrain ou être dans les tribunes, c'est pas du tout la même chose. Non, j'ai vraiment eu envie de suivre un homme, un programme et un mouvement. C'est vraiment ce qui m'a conditionné et ce qui m'a le conforté pour appuyer sur le bouton, on va dire, d'envoyer ma candidature. C'est quand Emmanuel Macron a fait appel aux femmes. Parce que le problème que nous avons, nous les femmes, c'est que nous nous posons toujours la question de savoir si on va être capable d'eux. Et du coup, on gamberge beaucoup, on pèse le pour, le contre. Emmanuel Macron a été un peu votre coup de cœur finalement. Complètement, mais aussi son programme. Et voilà, c'est vraiment un tout. Voilà, je crois beaucoup à ce programme. Merci beaucoup Marie-Christine Verdier-Jouclas, merci Yanis Mehdi. Fréquence ESJ. On revient, nous, dans quelques instants. On parlera de l'actualité du président de la République, Emmanuel Macron, et notamment son interview de ce matin sur Europe 1. Avant de parler justement du référendum en Nouvelle-Calédonie, c'est le non qui l'a emporté à l'indépendance de l'archipel. Mais juste avant, on écoute Happier de Marshmello et Bastille. Fréquence ESJ. On est toujours en direct sur Fréquence ESJ dans 20h l'invité. On est toujours en direct jusqu'à 21h. Et je rappelle que vous pouvez toujours réagir sur nos réseaux sociaux et poser vos questions à notre invité de ce soir, la députée La République En Marche de la deuxième circonscription du Tarn. Posez vos questions donc sur nos réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ. Et dimanche dernier avait lieu le référendum donc pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Le non l'a emporté avec 56,4% des voix. On en reparle avec vous, Yanis Mehdi. Est-ce selon vous une victoire pour la République ? Je pense que c'est une victoire dans la confiance effectivement de la République. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut vraiment se féliciter tous les acteurs qui depuis 30 ans, en fait, depuis les derniers accords, ont fait en sorte que ce jour arrive et que ce référendum soit respecté. C'est l'ouverture sur le dialogue qui va pouvoir commencer. Et au-delà des questions institutionnelles, je pense que ce qu'on peut mettre en avant, c'est chercher comment on peut avoir une justice sociale, enfin régler tout ce qui est éducatif, social et économique. Alors justement, pensez-vous que ce référendum pourrait donner des idées aux autres territoires d'outre-mer ? Quelle drôle de question.
Je ne sais pas si ça peut donner effectivement des idées aux autres territoires. Je crois qu'aujourd'hui, dans la mission qu'on a examinée au niveau du projet de loi des finances, on a démontré qu'il y avait une loi qui allait être en préparation pour les dom-toms, parce que c'est important effectivement d'en tenir compte, avec des vraies réformes aussi pour tenir compte des enjeux et des spécificités territoriales qui ne sont pas les mêmes qu'on peut avoir effectivement sur le continent. Sincèrement, je ne crois pas, non. Enfin, à nous du moins de faire en sorte que non. Comme le prévoit l'accord de Nouméa signé en 1998, 2 autres référendums sont en effet possibles dans les 4 ans en cas de victoire du non. Les Calédoniens ont encore 2 chances d'avoir leur indépendance. Pensez-vous qu'ils la saisiront avec un second référendum ? La victoire, c'est à 56, je crois, 1,1%. Bon, c'est vrai qu'elle est peut-être moins importante que ce qui était prévu au départ, mais c'est quand même le non qui l'emporte. Donc c'est pour ça qu'il faut se réjouir de cette victoire par rapport à la République et que la Nouvelle-Calédonie reste en France. Cette courte victoire, c'est quand même une petite victoire. C'est pas la participation a été massive, on le rappelle. Plus de 80%. Voilà, et au final, l'écart beaucoup plus que les 2 autres l'écart n'est pas si grand que ça. C'est vrai, c'est pour ça que il y a cette possibilité. Ça a été un contrat qui a été signé. Il ne faut pas revenir sur ce qui a été signé. C'est des engagements qui ont été pris. Donc, s'il doit y avoir un référendum effectivement dans 2 ou 4 ans, il faudra qu'il y ait un référendum dans 2 ou 4 ans. Et la voix s'exprimera de façon démocratique comme elle a pu s'exprimer aujourd'hui. La Nouvelle-Calédonie reste un territoire éloigné, avec par exemple 15 heures de décalage horaire. Cette distance ne devrait-elle pas céder un peu plus d'indépendance pour les Calédoniens ? Mais ce qu'il y a, c'est qu'au-delà de cette distance, il y a une histoire des personnes qui habitent là-bas. Et on ne peut pas balayer ça sous prétexte qu'effectivement c'est loin de notre territoire ici sur le continent. Il y a quand même une histoire et un vécu commun, et je crois qu'il y a une réparation aussi qu'il faut aujourd'hui mettre en place par rapport au peuple du Kanak. Et en tant que député de la France En Marche, est-ce que vous pensez que le gouvernement fait son maximum auprès des départements d'outre-mer ? Alors je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, au niveau du budget, les budgets ont augmenté pour la première fois cette année en faveur de l'outre-mer, mais au-delà de ça, il y a une grande loi qui est en préparation avec la ministre de l'outre-mer pour justement tenir compte de spécificités et régler les problèmes qu'il y a là-bas au niveau économie, au niveau climat, etc. Je crois que c'est important. Mais est-ce que vous comprenez que les habitants des dom-toms justement se sentent aussi isolés et finalement passent une sorte de coup de gueule avec ce référendum ? Ils se sentent isolés, ils sont loin, vous l'avez dit, forcément. Maintenant, au niveau des députés, je peux vous assurer qu'ils sont quand même présents dans l'hémicycle chaque fois qu'ils le peuvent, et ils défendent bien leurs intérêts. Et on était nombreux ce soir-là, dans l'hémicycle, députés du continent, à défendre aussi leurs intérêts. Merci Marie-Christine Verdier-Jouclas, merci Yanis Mehdi. Fréquence ESJ. Dimanche dernier, Emmanuel Macron a débuté ce qu'il appelle une itinérance mémorielle. Et pendant 7 jours, donc, il va parcourir les régions des Hauts-de-France et de Lorraine pour se rendre dans 18 villes différentes. À cette occasion, il va commémorer la Grande Guerre, donc la Première Guerre mondiale, mais aussi entrer en contact avec une partie de la population frappée par le chômage et le déclin industriel. On voit ça avec vous, Hugo Franceschi. Bonsoir. Bonsoir Lucas. Bonsoir Marie-Christine Verdier-Jouclas. Bonsoir. En comparaison avec ses précédents déplacements, Emmanuel Macron a cette fois limité les bains de foule. Est-ce qu'on peut dire qu'il commence à avoir peur des Français ? Est-ce qu'il s'isole, Emmanuel Macron ? Non, pas du tout. Sincèrement, c'est pas du tout le président de la République, avec cette image. J'ai vu des images aujourd'hui où il est allé au devant. Même depuis ce doigt d'honneur qui était survenu à Saint-Martin, on se souvient sur certaines photos. Je crois qu'on a la chance d'avoir un président de la République qui aime le contact et qui n'a pas peur d'aller au-delà des citoyens, des citoyennes comme nous. Nous, députés, on va au contact tous les jours, il ne faut pas avoir peur. C'est pour ça aussi que je suis là ce soir, c'est pouvoir s'expliquer librement sur la politique que l'on fait. Non, s'il est moins en contact avec la foule, c'est certainement un hasard, mais pas du tout une volonté, c'est pas du tout la façon de fonctionner de notre président. Donc on sait qu'il était là pour des commémorations, commémorer une chose aussi importante que l'armistice et en même temps tenter d'apaiser les Français, est-ce que c'est vraiment possible ? Et je ne sais pas s'il faut qu'on mette les deux en parallèle. Le choix qu'il a fait déjà de faire une semaine entière pour le centenaire quand même des commémorations de la guerre, je trouve ça super. C'est important, il faut le souligner. Ouais, mais faire les deux lors du même voyage, c'est pas négliger la discussion avec les Français ? C'est pas faire les deux, c'est lors de ce voyage, s'il rencontre des citoyens, il est dans l'écoute, comme nous on est dans l'écoute. Donc c'est les écouter et à ce moment-là, c'est répondre. Et effectivement, leur donner les réponses, alors pas forcément celles que les Français attendent, mais du moins les réponses qui constituent notre cap fixé par lui, le gouvernement et la majorité. Mais pourtant, hier, au pont à Mousson, il a évité des manifestations
des manifestants de la CGT qui s'étaient réunis pour l'interpeller justement. Et lui, il a dévié sa route même pour les éviter. Et il a préféré aller visiter une entreprise biochimique qui s'appelle Novacep. Alors est-ce que ça va pas renforcer un peu son image de président entrepreneur et pas à l'écoute de sa population ? Écoutez, je pense que les syndicats ont été largement reçus au travers de tous les projets de loi qu'on a pu examiner, que ce soit sur les ordonnances de travail de l'année dernière, que ce soit sur la réforme de l'avenir professionnel. Mais pourquoi les avoir évités alors aujourd'hui, s'il est habitué à les recevoir ? Je ne sais pas si volontairement il les a évités ou pas. Ce qui est certain, c'est qu'il a suivi sa visite. Après, on dit qu'il l'a évité. Franchement, je me prononcerai pas là-dessus. Mais c'est pas le style à éviter et à être au contact. C'est comme moi, je reçois tous les syndicats, y compris la CGT, dans ma permanence. Mais pourtant, aussi aujourd'hui, il a été interpellé par un retraité sur la hausse de la CSG. Ce retraité a donc évoqué ses comptes bancaires et Emmanuel Macron lui a dit « Vous me racontez des carabistouilles ». Alors, est-ce que ça, c'est pas un peu irrespectueux aussi de la part d'un chef d'État de réagir comme ça ? Bon, on sait très bien que notre président de la République a tendance effectivement à parler d'une façon naturelle. Bon, ça change un peu des codes, mais c'est pas aussi, c'est pas plus mal. Après, si vous voulez qu'on attaque le débat les sur Insoumis la CSG, disaient la même chose pour Jean-Luc Mélenchon. Oui, enfin, si vous me permettez, on va pas mettre en parallèle Jean-Luc Mélenchon et le président de la République. Pourquoi pas ? Moi, je vois pas du tout les deux personnages de la même façon, ça c'est clair. Et Monsieur Mélenchon est tous les jours dans l'hémicycle, donc je le côtoie tous les jours. Donc pour moi, c'est pas du tout la même chose. Ce côté démago que Monsieur Mélenchon peut avoir ne correspond pas du tout à ce que nous voulons faire. Et c'est pas démago de dire qu'on raconte des carabistouilles alors que Emmanuel Macron ne connaissait pas ce retraité, il n'a jamais vu ses comptes bancaires ni rien. Non, mais peut-être. Mais après, par rapport à la CSG, il y a beaucoup de mélanges, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je m'exprime de façon très très claire par rapport aux retraités chaque fois que je peux les rencontrer. Et aujourd'hui, quand on regarde la feuille de retraite et quand on regarde le compte en banque, c'est pas du tout la même chose. Et c'est Total qu'il faut regarder avec la baisse de la taxe d'habitation, avec les mesures. Donc les retraités s'énervent pour un peu pas grand-chose, c'est ça ? Non, j'ai pas dit ça. Les retraités qui effectivement peuvent être insatisfaits aujourd'hui du choix qu'on a fait, mais du choix qui est assumé, de taxer la CSG plutôt que la TVA, c'était dans le programme depuis le départ, c'est ceux effectivement qui ont un revenu supérieur à 2500 € net par mois. Donc à ces retraités, effectivement, je les remercie de la contribution et de la solidarité qu'ils font envers les citoyens pour pouvoir favoriser et augmenter le pouvoir d'achat par rapport aux actifs. Il y a quelques années de ça, il fallait 50% d'actifs pour financer les retraites. Aujourd'hui, il faut 65% d'actifs pour financer les retraites. Donc si on ne fait rien, on ne pourra plus payer les retraites. Donc c'est un vrai enjeu. Et le retraité qui a plus de 2500 € net par mois, je considère que c'est pas un retraité qu'on peut appeler dans la précarité. Donc avec ce déplacement d'Emmanuel Macron, est-ce que la communication qu'il a eue lors de ce déplacement, est-ce qu'elle montre vraiment ce que les Français pensent de lui quand ils s'adressent à lui ? Je comprends pas votre question. C'est-à-dire que, par exemple, vous nous disiez tout à l'heure, certes, les bains de foule, moi je disais qu'ils étaient limités, et vous m'avez dit, non, c'est pas vrai, il est toujours autant au contact des gens. Cependant, je pense qu'on l'arrête plus que ce qu'il voudrait, sincèrement. Oui, mais pourtant, les personnes avec qui il a le plus parlé, il y a eu par exemple un groupe d'enfants auquel il s'est adressé hier, et puis aujourd'hui, il a fait un sorte de bain de foule dans la Meuse, et c'était face à des étudiants qui étaient engagés auprès de la République En Marche. Alors est-ce que c'est pas un peu facile de s'adresser à un public qui nous est déjà dévoué? Non, mais si c'est ce public qui était là, après vous parlez de ce déplacement, mais revenons sur tous ces anciens déplacements où il est allé au contact plus d'une fois. Oui, mais moi je parle vraiment de celui-là parce que on constate qu'il y a moins de bains de foule, il y a quand même une proximité avec la population qui est moins marquée. Sincèrement, je pense que c'est une coïncidence. Je ne vois pas là du tout une marche arrière. Par rapport à la façon... Et donc cette entrevue avec les jeunes, c'était pas pour essayer de montrer que la République En Marche attire toujours la jeunesse? Mais de toute façon, c'est vrai. On a les jeunes avec Macron. C'est un mouvement qui existe au sein de la République En Marche. Et je peux vous assurer qu'il y a des jeunes qui adhèrent à la République En Marche. Mais l'année dernière, il y a eu une bronca de la part des étudiants par rapport aux réformes de Parcoursup, de l'enseignement, par rapport à la réforme du bac. Si vous parlez du nombre d'étudiants qui étaient en minorité et qui effectivement ont pris d'assaut toutes les facs qui ont bloqué le parcours universitaire pour une loi qui s'appelle Parcoursup et qui montrera ses effets et qui a déjà montré ses effets et qui est vraiment un bien pour tous les étudiants. Moi, j'ai des enfants qui sont étudiants.
Donc je sais très bien comment ça a été vendu à l'intérieur des universités. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas comparer ces jeunes qui ont bloqué toutes les facultés, et c'était une minorité, par rapport aux jeunes avec Macron et qui adhèrent à La République En Marche. Aussi, on voulait parler de l'intervention d'Emmanuel Macron sur Europe 1. Il a été interpellé à propos de l'affaire Benalla et le président a réaffirmé que l'Élysée n'était au courant de rien. Vous le croyez, Emmanuel Macron, là-dessus, sur ce point? Alors, oui, je crois le président de la République, j'ai confiance au président de la République, j'ai confiance dans le gouvernement et j'ai confiance dans notre majorité. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Malgré les rumeurs comme quoi la perquisition chez Alexandre Benalla aurait fuité. Si vous me permettez, l'affaire Benalla, c'est une affaire aujourd'hui qui est en justice. Elle doit être jugée et les sanctions seront prises. À partir de maintenant, plus personne n'a à commenter cette affaire. Merci Marie-Christine Verdier-Jouclas et merci Hugo Franceschi. Fréquence ESJ. On revient dans quelques instants, on abordera notamment le budget 2019 avec Yanis Darras et puis on parlera aussi de l'augmentation des taxes, notamment la taxe d'habitation, on parlera aussi de la taxe d'habitation avec Hugo Franceschi. Mais juste avant, on écoute A Good Night de John Legend et Blood Pop. Fréquence ESJ. On est toujours en direct dans 20h l'invité sur Fréquence ESJ, toujours avec Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée La République En Marche de la 2e circonscription du Tarn. Et alors que la grogne contre la hausse des prix de l'essence se fait de plus en plus entendre, Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui sur Europe 1 qu'il souhaitait faire un geste envers les automobilistes les plus modestes. On voit ça avec vous, Hugo Franceschi. Une aide financière pour les automobilistes, est-ce que c'est suffisant pour compenser l'augmentation du prix de l'essence? Alors déjà, je voudrais revenir sur ce qu'on a déjà fait. Parce que ça, c'est effectivement une proposition supplémentaire du président de la République, mais à partir du moment où on a dit qu'on respectait la trajectoire carbone pour sortir des hydrocarbures en 2021, parce que oui, il y a des millions effectivement de gens qui meurent chaque année à cause des particules fines, et c'est la convergence de l'essence et du gasoil, on n'est pas resté inactif. Alors même si c'est dans l'augmentation du carburant, c'est 25% lié effectivement à l'augmentation de cette taxe, et 75% géopolitique, hausse du baril, on a mis des mesures compensatoires. C'est la prime de conversion, pour inciter les Français à passer ce cap et à changer leur véhicule. Et la nouveauté, c'est qu'on l'ouvre pour les véhicules d'occasion. C'est 200 000 véhicules déjà qui ont été achetés avec cette prime de conversion, 70% pour des ménages non imposables et 95% hors Île-de-France. Donc ça sert bien la cible qu'on veut mettre en place. Mais ça de toute façon, on va y venir après sur la prime à la conversion. Le président de la République aujourd'hui a dit effectivement qu'on pouvait en mettre une mesure supplémentaire qui est aujourd'hui mise en place dans les Hauts-de-France. Oui, tout à fait. Qui concerne donc une aide supplémentaire de 20 € pour les personnes qui font plus de 30 km de trajet pour aller travailler. Et donc l'idée, ça serait de généraliser, alors pour les personnes qui ont moins de 2 fois SMIC, limité par rapport aux revenus, ça serait de généraliser et de défiscaliser ce dispositif. Oui, mais justement, une mesure supplémentaire. C'est une mesure supplémentaire. Mais cette généralisation, au final, Emmanuel Macron a l'air de vouloir dire que c'est les collectivités locales, comme dans les Hauts-de-France, qui vont payer ça, alors que pourtant, c'est ça qui fait un peu monter au créneau les collectivités locales, c'est que c'est elles qui vont payer ces aides financières, mais pourtant c'est l'État qui va recevoir toutes les recettes autour du commerce de l'essence. Alors non, parce que dans les recettes au niveau de l'essence, il y a 13 milliards qui reviennent aux collectivités territoriales et principalement les régions et les départements. Donc je ne peux pas vous laisser dire ça, c'est 13 milliards. Ensuite, je ne pense pas qu'il ait dit qu'il fallait que ce soit les collectivités. Il lance une idée, à nous parlementaires maintenant, de se saisir de la question et de regarder avec le gouvernement qu'est-ce qu'on doit mettre en place. L'idée, c'est de faire passer le cap aux Français. Mais si c'est les collectivités locales qui payent ça, c'est pas viable pour elles. Si les Hauts-de-France sont arrivés à le faire, il faut regarder comment elles sont arrivées à le faire. Et derrière, après, voir si effectivement ça peut être généralisé. Mais par contre, il parlait de défiscalisation. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau et qui n'existe pas dans le dispositif aujourd'hui. Le dispositif, je ne l'ai pas regardé complètement, donc je ne peux pas vous en parler vraiment à fond. Mais l'idée est lancée, à nous de faire notre travail de parlementaire. Et justement, toutes ces aides, est-ce qu'elles ne servent pas un peu à camoufler les prochaines taxes qui vont survenir? Par exemple, en janvier, dès janvier 2019, il y aura encore de nouvelles taxes. C'est pas camouflé. Nous venons de voter la prochaine taxe pour respecter la trajectoire carbone. Donc on camoufle à rien du tout. Et justement par rapport à cette hausse de taxes... Mais ça ne va pas servir à tout compenser. Mais
qui vous parle de compenser? Il faut qu'on aide les Français à passer ce cap pour changer de véhicule. Parce que l'idée des Républicains, par exemple, qui disent on va mettre un chèque carburant pour que les gens puissent continuer à financer le gasoil. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut qu'on passe ce cap. Il faut qu'on change de comportement. Il faut qu'on arrête les hydrocarbures. Donc c'est pas financer avec un chèque carburant. C'est inciter les Français à changer leur chaudière à fioul. Et l'ensemble de ce budget, à changer les véhicules. C'est inciter les Français à mieux isoler leur logement. C'est tout ça. C'est les aider à aller dans la transition écologique, énergétique, comme on va aider nos agriculteurs à sortir du glyphosate. Mais justement, une augmentation du crédit pour la prime à la conversion de 50%, est-ce que c'est vraiment suffisant pour changer de voiture, sachant que, d'après les estimations, ça ne s'élèverait qu'à 2500 €. C'est quand même pas le prix d'une voiture, 2500 €. Sauf qu'on l'ouvre aux véhicules d'occasion. D'accord, déjà. Et ensuite, je vous rappelle qu'en 2012, il y a eu une hausse des carburants qui était plus élevée que celle que nous avons aujourd'hui. Il n'y a rien qui a été mis en place. Donc le pouvoir d'achat va augmenter pour les Français. J'ai jamais dit que le pouvoir d'achat allait augmenter pour les Français. C'est ce que dit le gouvernement. À la taxe. C'est l'objectif. Non, là vous mélangez tous les sujets. Non, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'aider les Français à passer le cap et à avoir des mesures pour les aider à changer de véhicule, à se chauffer, à changer leur chaudière, etc. C'est pas augmenter le pouvoir d'achat, c'est les aider à compenser. Aussi, il y a une autre réforme de taxe sur laquelle j'aimerais revenir avec vous. C'est sur la baisse de la taxe d'habitation qui était proposée par le gouvernement. Pour vous, est-ce que c'est une réussite? Mais bien sûr que c'est une réussite. Et c'est d'autant plus une réussite que c'est un des engagements forts du programme présidentiel qu'on a défendu à la fois au niveau président et législatif. Pourtant, des Français disent aujourd'hui que ça ne marche pas. Mais puisque les collectivités locales ont toujours la possibilité de supprimer certains abattements. Et donc, au final, cette baisse de 30% pour 80% des ménages n'est pas effective. Mais bien sûr que si. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la seule collectivité qui a augmenté de 15% effectivement sa part au niveau de la taxe d'habitation, c'est une commune en Corse. En moyenne, c'est une augmentation maximale de 2% que vous avez eu. Donc je suis désolée, peut-être que certains Français n'ont pas eu 30% de baisse de taxe d'habitation, mais ils ont eu 28%. Il y a un encadré sur chaque taxe d'habitation qui le prouve, et je peux vous assurer que j'ai reçu plein de mails de mes concitoyens dans le Tarn qui m'ont dit « Ah ben oui, effectivement, c'est vrai ». Merci Marie-Christine Verdier-Jouclas, merci Hugo Franceschi, on vous retrouve la semaine prochaine. Fréquence ESJ. Le budget 2019 continue d'être adopté par l'Assemblée nationale. Les priorités au ministère de la Justice, au ministère des Armées et au ministère de l'Intérieur qui voient leur budget en hausse. À l'inverse, il faudra faire des économies du côté du ministère du Travail. Bonsoir Yanis Darras. Bonsoir Lucas, bonsoir Marie-Christine Verdier-Jouclas. Bonsoir. Priorité donc au ministère régalien. Le ministère des Armées voit ainsi son budget augmenter de 1,7 milliard d'euros en 2019. L'État souhaite toujours donc porter les dépenses de la défense à 2% du PIB de la France d'ici à 2025. Pourquoi vouloir autant atteindre ce stade de 2% finalement? De 2%, c'est-à-dire 2% des dépenses de notre PIB passerait du coup tout simplement dans le budget de l'armée. Aujourd'hui, on a une vraie problématique et ça fera la 3e année consécutive où on aura effectivement une dette qui sera inférieure de 3% du PIB. C'est-à-dire qu'on va respecter nos engagements européens à la veille des élections européennes. Je crois que c'est primordial. Après, il y a une vraie volonté effectivement d'augmenter les budgets régaliens parce que c'est la sécurité. On se sent menacé aujourd'hui en France? Mais c'est pas qu'on se sent menacé. On est dans la menace forcément. Les attentats, c'était hier, mais c'est encore aujourd'hui et c'est encore présent. Des tentatives d'attentats sont arrêtées pas tous les jours, mais régulièrement par le ministère de l'Intérieur et les forces de l'ordre. Mais je veux dire, aujourd'hui, quand on a voté la loi pour effectivement mettre de façon normale toutes les mesures qu'on avait quand on était en état d'urgence, c'est bien que la menace existe. On le sait. Donc, mettre de l'argent par rapport aux armées qui sont censées nous défendre et qui sont là pour notre sécurité, je trouve ça tout à fait normal. C'est pas de l'argent un petit peu quand même mal utilisé finalement, ça pourrait peut-être partir ailleurs, notamment je pense au ministère de l'Éducation par exemple. Alors, le ministère de l'Éducation a augmenté de 1,2 milliard d'euros. Donc de ce côté-là, l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche sont largement lotis. Et le problème, c'est qu'ils perdent des employés par contre. L'éducation perd 1800 postes cette année. Voilà, enfin l'année prochaine. Oui, alors 1800 postes, ok, sur combien ? Sur plusieurs centaines de milliers, mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, on donne des fonds et pas d'effectifs. Est-ce que c'est pas un vrai problème, ça aussi, pas d'effectifs ? On a doublé toutes les écoles CP et CE1 qui sont en REP+, ou en REP.
Enfin, je veux dire, ça, si c'est pas un effort fait par Et dans rapport le à même temps, l'éducation... 3600 postes vont être supprimés du secondaire alors qu'on en crée 1900 en primaire. C'est une réaffectation des ressources pour être optimisées. C'est-à-dire que l'idée, c'est de mettre effectivement les ressources là où ça fonctionne bien et là où il y en a besoin et de les enlever là où ça fonctionne pas bien. Donc aujourd'hui, ça fonctionne pas bien dans nos lycées, nos collèges. Aujourd'hui, il y a une priorité sur l'école primaire et l'école élémentaire. Il y a cette priorité-là. C'est pour ça qu'on a dédoublé effectivement les classes. Donc dédoubler les classes, ça veut bien dire 2 enseignants au lieu d'1. Donc là, on met des efforts. Et dans les quartiers prioritaires de la ville. Et dans ces quartiers qui en ont besoin justement. Donc aujourd'hui, c'est des priorités et des choix qui sont faits dans un contexte financier difficile. Parce que je vous rappelle quand même que nous avons une dette énorme, où les intérêts nous coûtent plus pratiquement que la dette que nous avons. Donc la dette nous empêche d'investir dans l'éducation ? Non, la dette nous oblige à faire des choix. Et vous pouvez pas dire qu'on n'investit pas dans l'éducation, puisque c'est 1,2 milliard de plus et que le budget de l'éducation nationale à lui tout seul est bien plus élevé que d'autres budgets. Donc les seuls budgets où effectivement on a eu une baisse, et encore c'est une baisse par rapport à un périmètre, c'est le budget du travail. Justement, on va y revenir juste après. Eh bien, allons-y. Voilà, le budget du travail diminue de 2 milliards d'euros l'année prochaine. Est-ce que le gouvernement abandonne finalement sa lutte contre le chômage ? Mais pas du tout. Je suis bien placée pour vous en parler puisque je suis rapporteur du rapport justement travail, emploi, formation professionnelle, apprentissage. C'est simplement des mesures qui s'arrêtent. C'est un changement de périmètre. Donc vous aviez une mesure qui était mise en place par l'ancien gouvernement qui s'arrête au mois de juin 2019, donc qui effectivement fait faire des économies par rapport à ça parce que ça ne fonctionne pas. Vous avez 30 000 contrats aidés pour les AVS, les aides d'auxiliaires de vie scolaire, pour les enfants handicapés qui sont transférés à l'éducation nationale pour que justement ce soit des emplois. Ils sont pas un peu dangereux tous ces transferts ? Non, parce que justement aujourd'hui vous avez des contrats aidés pour aider des enfants handicapés, c'est-à-dire des gens qui changent tous les 18 mois. Même tous les 12 mois. Demain, c'est l'éducation nationale qui va faire des embauches pérennes. Et je crois que nos enfants qui sont en situation de handicap méritent ce changement. Donc en fait, à volume constant, le budget du travail-emploi ne baisse pas. Et je peux vous dire que les dispositifs qui fonctionnent sont renforcés. Donc ces 2 milliards de baisse, c'est une bonne nouvelle finalement. Non, c'est pas ça. C'est un problème de périmètre. Vous savez ce que c'est qu'un périmètre. Donc quand vous n'avez pas les mêmes périmètres, vous pouvez effectivement observer une baisse. Par contre, moi je peux vous dire qu'on fait 5000 postes supplémentaires dans les contrats d'insertion d'activité économique. On fait 10 000 postes de plus dans les entreprises adaptées pour les personnes en situation handicapée. On met en place la prime unique pour les apprentis puisqu'on a voté cette loi. On met en place 100 000 plans parcours emploi compétences pour remplacer les contrats aidés qui permettent aux chômeurs réellement de se remettre en situation d'emploi. Il n'y a que des plus dans ce budget sur des programmes qui fonctionnent. S'il n'y a que des plus dans ce budget, pourquoi on le baisse ? Pourquoi on enlève 2 milliards d'euros ? Non. Est-ce que c'est pas un signe négatif finalement envoyé aux Français aussi ? Mais pas du tout, parce que c'est pas une baisse, c'est un changement de périmètre. Il y avait des budgets, ça s'appelle des lignes budgétaires qui étaient dans le budget travail-emploi, qui aujourd'hui ne sont plus dans ce budget et sont partis dans d'autres budgets tels que l'éducation nationale. Donc, ce n'est pas une baisse. Merci Marie-Christine Verdier-Jouclas et merci Yanis Darras. Fréquence ESJ. Dans quelques instants, on abordera donc les élections européennes qui auront lieu au mois de mai 2019. Je rappelle simplement que vous pouvez toujours réagir et poser vos questions à Marie-Christine Verdier-Jouclas sur Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ. Juste avant, on écoute Caroline de Vianney. Fréquence ESJ. On est toujours en direct dans 20h l'invité sur Fréquence ESJ, toujours avec Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée La République En Marche de la 2e circonscription du Tarn. Et on parle maintenant européenne, plus que quelques mois avant les élections européennes, une élection qui s'annonce décisive pour le gouvernement. Et on voit ça avec vous, Yanis Darras. La République En Marche est au coude à coude avec le Rassemblement National d'après les derniers sondages qui viennent de tomber. Et aux prochaines élections européennes justement, est-ce que ça souligne un petit peu le ras-le-bol des Français finalement envers la politique d'Emmanuel Macron ? Et c'est là où effectivement ça pose un problème. Parce qu'il faut vraiment que les Françaises et les Français comprennent que c'est pas en ne votant pas plutôt pour La République En Marche aux élections européennes, donc sanctionner effectivement la politique du président de la République parce qu'aujourd'hui on est dans le dur, parce qu'on est en train de bâtir la maison et qu'elle n'est pas finie, que ça va régler le problème. Au contraire, il faut que les Françaises réalisent que c'est pas sur cette élection-là qu'il faut qu'ils sanctionnent. Est-ce que finalement ce choix du Rassemblement National, c'est pas aussi un peu un ras-le-bol de l'Europe, de l'Union Européenne en tout cas ? Mais tous les jours, on consomme Europe. Tous les jours.
et les Français ne s'en rendent pas forcément compte. C'est pour ça qu'on est allé à leur rencontre quand on a fait la grande marche européenne, à l'identique de la grande marche qu'a fait Emmanuel Macron pour le programme, pour bâtir avec les citoyens un projet qui sera présenté pour les élections européennes. Et aujourd'hui, quand on a Trump d'un côté et Poutine de l'autre, si on n'a pas une Europe forte qui est capable de peser, il faut que les Français comprennent ça. Qu'est-ce qu'on doit attendre alors de ces élections européennes ? Ils auront le temps de sanctionner le président de la République aux élections municipales, aux élections départementales, même aux sénatoriales, et puis aux prochaines présidentielles. Ce qu'on doit attendre de ces élections européennes, finalement, c'est une Europe plus forte. Une Europe plus forte, une Europe qu'on refonde avec des vraies valeurs. Il faut qu'on puisse avancer et construire ensemble. Ça va pas être un peu difficile comme objectif avec une vague de populisme en Europe en ce moment ? Mais justement, c'est pour ça qu'il faut réagir. Vous savez, l'Europe, elle a été créée d'abord pour qu'on préserver la paix. Ça a été un des premiers motifs. Donc il faut conserver déjà l'Europe pour conserver la paix. Et après, économiquement, nous devons être plus forts si on est tous ensemble. Alors, il y a eu un clip promotionnel de la part de La République En Marche, justement, il y a du eu ministère. Oui, du ministère, excusez-moi, en effet. Et justement, il y a eu quelques accusations, de tout simplement. Comme quoi c'était de la propagande. Oui, voilà, de la propagande. Voilà. Je vais vous aider. Excusez-moi, merci. Voilà. Est-ce que vous trouvez ça justifié, ces attaques finalement ? Mais pas du tout. En plus, je vais vous dire, tous les moyens pour lutter contre le populisme sont bons. Sincèrement, il faut qu'on attire l'attention des Françaises, des Français. Et je sais ce qui pose problème. Nous savons ce qui pose problème. C'est la question des migrants. Mais aujourd'hui, la question des migrants, il ne faut pas la fuir, il ne faut pas l'agiter non plus comme un chiffon rouge pour faire peur aux gens. On la gère mal, cette question des migrants aujourd'hui ? On l'a gérée mal. Nous avons voté une loi qui s'appelle pour loi Asile et Migration, pour une meilleure déjà intégration à partir du moment où on accueillera effectivement des réfugiés sur le territoire, pour une maîtrise de l'immigration, c'est-à-dire qu'on doit accueillir qui on doit accueillir, et pour donc maîtriser. Et voilà, donc je veux dire, cette loi, elle a été promulguée, elle va être mise en place, et sincèrement, je pense que c'est ce qu'il fallait faire aujourd'hui, parce qu'on a laissé... Vous trouvez normal que sur le territoire français... On a laissé quoi ? On a laissé moi, une place, un vide. Moi, j'ai des citoyens qui viennent me voir, ça fait 2, 3, 5, 6, 7 ans qu'ils sont là, avec leur famille, leurs enfants. Les enfants sont scolarisés, ils sont pas régularisés, ils peuvent pas travailler. Enfin, je veux dire, des situations comme ça, c'est pas acceptable. On est une terre d'accueil, il faut pas renier nos origines, il faut mieux intégrer les gens qu'on doit accueillir, et il faut savoir accompagner aux frontières ceux qu'on ne doit pas accueillir. Et c'est cette loi qui fera que ça se passera. Pourquoi aujourd'hui ça marchait pas ? On savait pas accompagner les gens aux frontières, ceux qu'on ne devait pas accueillir ? Ben non, puisque nous avons des gens qui sont là installés depuis longtemps. Donc c'est qu'on n'a pas su les raccompagner, puisqu'on n'est pas toujours capable de leur donner un titre de séjour définitif. Alors Emmanuel Macron s'exprime aussi beaucoup ces derniers temps sur l'avenir de l'Europe. Le président souhaite créer ainsi donc une Europe de l'ambition et avec une vraie armée européenne. Est-ce que c'est un peu le rôle de l'Europe aujourd'hui d'avoir, en tout cas, est-ce que c'est une nécessité d'avoir une armée pour l'Union européenne ? Je ne sais pas si c'est une nécessité, mais face, si vous voulez, au terrorisme, je crois que c'est important de pouvoir se défendre. Et si effectivement... C'est le rôle de l'Union européenne de se défendre ? Est-ce qu'un pays n'est pas capable de le faire tout seul ? Finalement, la France n'est pas capable de le faire toute seule ? Mais on est toujours plus fort quand on est plusieurs. L'Union européenne, c'est pas qu'une histoire d'économie, c'est pas qu'une histoire qu'on puisse voyager d'un pays à l'autre sans effectivement avoir de compte à rendre. C'est aussi être une vraie force, et une vraie force au niveau économique et aussi au niveau armé, pour pouvoir se défendre effectivement face au terrorisme. Je crois que c'est important. Comment on se défend à 27 du coup ? Comment on arrive à se défendre à 27 ? Comment on arrive à se défendre à 27 ? Comment créer une armée alors que nous sommes 27 pays membres de l'Union européenne ? Est-ce que ça va pas être compliqué à gérer justement ? À savoir qui doit financer, qui doit emmener des équipes ? Comment ça va se passer finalement, cette armée européenne ? Je pense que comme on crée une armée dans un pays, je veux dire, aujourd'hui, vous avez plusieurs acteurs qui interviennent, parce que quand vous parlez de l'armée, aujourd'hui, sur le territoire français, nous avons la gendarmerie, nous avons la police, et nous avons effectivement les armées. Donc déjà, il faut coordonner ça au niveau d'un pays. Au niveau d'une Europe, je pense que c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un contrat, des problèmes. Une co-construction. Mais de toute façon, l'idée, c'est de co-construire et de faire ensemble. On a bien créé l'Europe à 27. Pourquoi on ne créerait pas l'armée de l'Europe à 27. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, il y a quand même beaucoup de divergences. Comment est-ce qu'on peut réussir à réunir tout le monde autour d'une armée ? Il y a quand même beaucoup de divergences politiques, notamment aujourd'hui en Europe. Je vais vous citer un autre exemple où on est en passe de réussir, c'est le GAFA.
la lutte contre la fraude fiscale, la digital tax, on va pratiquement réussir parce qu'aujourd'hui la majorité est favorable au niveau des pays et c'était pas gagné. Et il y a quelques pays qui sont réticents, mais l'objectif c'est d'y arriver d'ici la fin de l'année. Et pourtant, je peux vous assurer que quand j'entends certains députés qui étaient avant moi, ils disaient que jamais on y arriverait. Donc je crois que par la volonté, la discussion, l'écoute et la négociation, on peut arriver à tout. Il suffit d'avoir la volonté et d'être dans l'écoute. Alors Emmanuel Macron parle ces derniers moments, voilà, Lucas l'a souligné, il y a beaucoup de divergences en Europe. Emmanuel Macron compare même notre époque à celle des années 30. Est-ce que vous cautionnez ce genre de propos ? Est-ce qu'on va pas un peu trop loin justement en comparant notre époque à celle des années 30 ? Je sais pas, mais ce qui est certain, c'est que par rapport au moment où on a créé l'Europe, on a quand même reculé. Aujourd'hui, on a reculé. Force est de le constater puisque le populisme est à nos portes. On a des exemples en Hongrie, en Italie. Donc oui, on a reculé. Je pense que c'est pour ça que la comparaison peut être faite. Merci Marie-Christine Verdier-Jouclas, merci Yanis Darras, on vous retrouve la semaine prochaine. Fréquence ESJ. Et on termine cette émission, Marie-Christine Verdier-Jouclas, par l'agenda politique de la semaine à venir, l'agenda politique à venir. Mercredi et jeudi à Helsinki se tiendra le sommet du PPE, le Parti populaire européen. Durant ce sommet, les partis de droite européens choisiront leur candidat à la présidence de la Commission de Bruxelles. Il y a 2 candidats qui se disputeront la présidence du PPE, l'allemand Manfred Weber et qui est le président donc du groupe PPE actuellement au Parlement européen et membre de la CSU, et l'ancien Premier ministre finlandais Alexander Stubb. Manfred Weber serait le grand favori dans cette élection. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous intéressez justement, cette élection ? Non. Non, pas du tout. Pourquoi ? C'est pas que je m'intéresse pas, c'est que je n'ai pas encore regardé effectivement cette question. Mais je suis l'actualité nationale comme internationale. Non, c'est pas que c'est si important. Je suis dans le tunnel du budget. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Donc pour les commissaires de finances, en fait, on a le nez dans le guidon jusqu'au 20 décembre sans s'arrêter du lundi au vendredi. Et donc je présente mon rapport sur le travail-emploi vendredi avec la ministre Muriel Pénicaud dans l'hémicycle. J'interviens au niveau de la santé jeudi. Enfin bon, voilà. Donc mais tous les matins, je regarde l'actualité nationale, internationale. Donc il faudra que vous me réinvitiez pour que je puisse vous répondre à cette question. Eh bien, on verra ça une prochaine fois. Alors dimanche, enfin, Emmanuel Macron clôturera sa semaine de commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale par un discours à Paris. Pour le 100e anniversaire de la fin du conflit, le président français et son épouse ont convié une 50aine de dirigeants à assister aux commémorations. Samedi, ils sont conviés à un dîner au musée d'Orsay et le lendemain, ils accompagneront le président français pour les hommages. Alors, Marie-Christine Verdier-Jouclas, est-ce que vous vous rendrez à ces commémorations ? Alors oui, mais en circonscription. Parce que je crois que c'est important d'aller dans les communes de mon département. J'en ai déjà fait 2 ce week-end parce que quand on est dans une circonscription rurale, pour avoir les porte-drapeaux et l'honneur d'avoir les anciens combattants avec soi, les maires du village en fait anticipent les cérémonies. Donc j'ai déjà fait 2 cérémonies ce week-end et j'ai 6 cérémonies qui sont prévues entre samedi et dimanche parce qu'ils s'arrangent pour avoir des horaires différents pour que justement les élus puissent être à leur côté. Donc oui, c'est important et ok, c'est le centenaire, mais déjà l'année dernière, on était présents sur les cérémonies. Le devoir de mémoire, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut absolument continuer et c'est quelque chose auquel je suis vraiment beaucoup attachée. Et concernant ce dîner justement au musée d'Orsay, pourquoi inviter autant de chefs d'État ? Parce que je pense que la guerre, elle concerne beaucoup d'États déjà. C'est une façon aussi de dire à tous ces représentants d'État qu'il faut maintenir la paix. Voilà, même s'il y a des dirigeants qui n'ont pas participé à la Première Guerre mondiale. Mais je crois que c'est un signal positif envoyé en disant construisons cette Europe justement pour pouvoir préserver cette paix. C'était vraiment nécessaire donc pour vous. Pour moi c'est nécessaire de toute façon. À partir du moment où on a un président qui œuvre pour être en accord avec tous les représentants internationaux, ce qu'on n'avait pas eu quand même depuis longtemps en France, c'est que du positif. Merci Marie-Christine Verdier-Jouclas. Fréquence ESJ. 20h l'invité, c'est terminé. Merci Marie-Christine Verdier-Jouclas d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés tout au long de cette émission. Votre prochain rendez-vous sur Fréquence ESJ, c'est dès demain matin, 7h-9h dans l'actuel, avec Antoine Lermite, Dimitri Hainaut, Hugo Franceschi et Yanis Darras. Et puis demain, c'est Storytelling, donc de 20h à 21h, j'aurai le plaisir de recevoir l'humoriste Haroun. Mardi prochain, c'est de nouveau 20h l'invité. Garance Amespil sera de retour pour recevoir la députée La France Insoumise
ministre Daniel Obono. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Fréquence ESJ, sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Passez une très bonne soirée sur Fréquence ESJ. Merci et à très vite. Fréquence ESJ.